Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance du séminaire du Centre des politiques de la Terre. Comme vous l'avez tous reçu, on va se pencher sur l'exploration des dimensions jusque-là inexplorées par les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, les GIEC. Je m'appelle Annabella Rosenberg. Actuellement, je conseille le Réseau Action Climat International sur les questions des transitions justes, mais si je me trouve peut-être à animer ces débats, c'est parce que je suis aussi des négociations sur le climat depuis plus de 20 ans. Tout d'abord en soutien de la Confédération syndicale internationale, donc très portée sur les questions sociales et économiques, et ensuite avec des ONG environnementales telles que Greenpeace ou les RAP aujourd'hui. On va travailler sur plusieurs questions donc, qui se connectent à cette idée d'incertitude. Donc, comment ces incertitudes ont été ou pas inclus en fait, dans le groupe 1 en fait, du GIEC. Quelles sont les conséquences en fait, de cette inclusion? Si elles étaient incluses, quelles pourraient être les conséquences sur notre compréhension des enjeux? On va aussi travailler sur la question de la sobriété et comment elle trouve sa place dans les discours et les travails du GIEC et les abordages du groupe 3. Nous allons discuter du coup avec Marc Delépouve, que j'introduirai dans un instant, et aussi avec Yamina Saeb, qui nous présenteront leurs recherches, et aussi on aura sûrement la possibilité d'un débat, notamment aussi sur les dimensions politiques en fait de l'inclusion de ces concepts et de ces idées dans les débats sur le climat. Donc, on a beaucoup de questions à répondre, mais je voulais quand même, avant de nous lancer, juste faire un petit rappel de quelques éléments, quelques concepts clés autour du GIEC pour des personnes qui seraient dans l'audience et qui ne seraient pas forcément au courant des points basiques en fait sur les GIEC et mes excuses pour ceux qui sont des experts déjà, beaucoup dans la salle. D'abord, les mandats du GIEC, qui est celui d'évaluer en principe sans parti pris, évaluer l'information scientifique, technique, socio-économique disponible en rapport avec la question du changement du climat. Donc, le GIEC ne produit pas sa recherche. En fait, fait plutôt un travail de compilation et d'analyse de la recherche. L'expertise du GIEC, elle est conduite par 3 groupes de travail. Et cette différence entre groupes de travail est importante, notamment aujourd'hui, parce qu'on va parler des dynamiques assez différentes et en même temps des points communs entre ces différents groupes. Donc, un groupe 1 qui travaille sur les aspects scientifiques du système climatique et l'évolution du climat. On a un groupe 2 qui, on pourrait dire, travaille sur les impacts et la vulnérabilité, en fait, les conséquences des changements, du changement climatique et aussi éventuellement des possibilités de s'adapter. Donc, il a un rôle, en fait, dans les projections sur les possibilités d'adaptation. Et le groupe 3, qui est censé travailler aux solutions pour limiter les émissions des gaz à effet de serre ou atténuer de toute autre manière, et on le voit de plus en plus avec une discussion assez forte sur la géoingénierie et d'autres formes d'atténuation. Il est censé aussi compiler des informations là-dessus. Donc, la mission du GIEC est d'évaluer dans chacun de ces cycles, en fait, il travaille avec une notion des cycles, l'état des connaissances sur ces questions. Il publie un rapport d'évaluation qui est composé de plusieurs volumes, des centaines, des milliers de pages. Et jusqu'à là, il y en a eu 6 rapports d'évaluation. Ce sont disons, les socles les plus importants en fait, des productions, des connaissances sur le climat. Et ensuite, il y a aussi des rapports spéciaux sur différents thèmes spécifiques. Les GIEC, il a la particularité d'associer les États en fait, au processus d'élaboration de ces rapports d'évaluation. Notamment dans la phase finale, qu'on parle d'un résumé pour décideurs. Et ça, c'est aussi important, en fait, une forme de distinction qu'on pourrait faire entre un rapport des décideurs négocié et
disons, un rapport d'évaluation plus vaste, plus large, dans lequel cette intervention pourrait être vue comme plus limitée, mais comme on verra avec Marc, elle est loin d'être absente, en fait. Il y a quand même un rapport à l'État et aux États tout au long du processus d'élaboration de ces rapports. Les derniers rapports d'évaluation datent de 2023 et nous en faisons plein maintenant dans la discussion de la structure et les contenus du rapport, du 7e rapport. Il y aura notamment, je pense, à la fin de l'année, une réunion assez importante qui va définir de la structure en fait de ces nouveaux rapports, quels seront quel contenu en fait finalement les outlines de chacun de ces groupes de travail. Donc on est finalement dans un moment assez clé de débat sur ce que le prochain rapport fera. Du coup, l'idée, c'était de commencer avec ces quelques mots par Marc Delepoutre, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, épistémologue, historien aussi des sciences et techniques, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, aussi voilà, engagé par les passés ensemble dans différentes discussions internationales. Notamment, on a eu le plaisir de travailler ensemble dans les mobilisations autour des Rio+20, en mobilisant la communauté de la recherche aussi. Donc, il va partager avec nous les résultats de ces recherches concernant la façon dont les GIEC traitent les impacts imprévisibles du changement climatique. Donc, on allait commencer par ça. Ensuite, on va passer à Yamina, entendre d'autres éléments non traités, en particulier dans le groupe 3. L'idée, c'est de faire juste un petit suivi avec une autre question et ensuite, on ouvrira la discussion au reste de la salle physique et virtuelle pour la discussion. Marc, à toi. On va peut-être partager la présentation PowerPoint dans l'écran. Alors là, on a notre assistance technique qui arrive. Voilà. Ça marche. Jessica, dis-moi. Oui, c'est parfait. D'abord, c'est parfait. Dans l'écran, il y a sobriété. Ouais, On n'est pas en plein écran, mais on est en plein écran. j'essaie. Ouais, c'est très bien. Là. C'est des défis de l'imprévisible, c'est parfait. Voilà. Mais oui, bon, sur le Zoom, on n'est pas en plein écran, mais J'attends quelque chose. On peut, je pense qu'il faut qu'on Je tente ça. désépingle, nous désépingler, nous. Attends, là, ça devrait Ouais, fonctionner. c'est bon. C'est bon? Ouais. Ben voilà, vous avez donc les flèches. Bon. Soit vous cliquez, Ça, je clique sur la gauche. voilà, ça devrait fonctionner. Sinon, je fais. Voilà, Sur sur le les pad. flèches. Voilà. J'ai oublié de faire le son. Voilà. À toi, Marc. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je pense que les deux thématiques, l'imprévisible et la sobriété, pour faire court, sont en fait les deux grandes questions qui tentent à être soit radicalement écartées, ou soit très largement écartées des travaux du GIEC et plus largement du champ expertise et politique concernant le changement climatique au niveau international. Donc, mon exposé sera en deux parties. Il y a une première partie maintenant, puis il y aura une seconde partie qui viendra après un premier temps d'échange. Donc, ces deux parties portent sur le défi de l'imprévisible concernant le changement climatique. Alors, tout d'abord, dans cette première partie, je parlerai d'une sorte d'état des lieux. Puis, dans la seconde partie, ce sera plus des choses qui pourraient être faites éventuellement au niveau expertise et politique au niveau international. Donc, dans cette première partie, je vais m'attacher à parler de la sous-estimation des risques qui apparaît dans les scénarios du GIEC et qui est aussi apparente dans les objectifs politiques internationaux. Alors, il existe un triptyque à toutes les échelles, mais aussi à l'échelle internationale concernant le changement climatique que j'appelle le triptyque science, expertise, politique. Et donc, du côté de la science, eh bien, la production vient de tous les pays et elle est en partie organisée, en partie
par le Programme mondial de recherche sur le climat, qui a été mis en place en 1980. Et l'expertise au niveau international se fait au niveau du GIEC, qui a été créé en 1988. Et puis, l'expertise politique se fait au niveau de la décision politique, excusez-moi, se fait au niveau de la CCNUCC, c'est-à-dire la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont la création a été décidée en 1992 au sommet de la Terre de Rio, et dont l'entrée en vigueur date de 1994. Et puis, depuis 1995, la CCNUCC organise chaque année une assemblée générale qui s'appelle la COP. Alors, pour COP, ça signifie la conférence des parties. Alors, pourquoi parties? C'est parce qu'il y a en fait 198 membres, 197 nations, donc on a 4 pays, et une entité qui n'est pas un pays, qui est l'Union européenne, d'où l'expression partie. Alors, le GIEC, je ne parlerai que du groupe 1, puisque je n'ai travaillé que sur les groupes 1, donc je m'attarderai aujourd'hui, en tout cas, d'aborder des questions qui ne se relèvent pas strictement de ma recherche. Donc, le groupe 1, dans chacun de ses rapports d'évaluation dont a parlé Annabella, dans chacun de ces rapports, il présente des scénarios. Donc, le 6e rapport, dont le groupe 1 a fait la publication de sa contribution en 2021, présente 5 scénarios. Alors, chacun des scénarios est construit de la façon suivante. Au départ, à la source, il y a une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et à l'arrivée, il y a une évolution du changement climatique. Et ces deux moments se situent tout au long du XXIe siècle. C'est ainsi que sont conçus, que sont structurés ces scénarios. Ces scénarios, le GIEC précise bien qu'il ne s'agit pas de prédiction, mais uniquement de projection. Dans le premier rapport, ils avaient parlé de prédiction, puis après, ils ont abandonné ce terme pour l'expression plus réaliste, plus rigoureuse, plus conforme à la réalité de ces scénarios. On emploie le terme projection. Alors, vous voyez le premier scénario, c'est-à-dire celui qui est en haut du tableau, le SSP 1-1.9, c'est le plus exigeant, c'est-à-dire celui qui donne lieu au plus haut niveau de réduction des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et ce scénario donne comme résultat, à la fin du XXIe siècle, un réchauffement situé entre 1 degré et 1,8 degré. Plus précisément, plus exactement, il s'agit d'un intervalle de confiance. C'est-à-dire que selon ce scénario, donc en fonction de la trajectoire d'émission de gaz à effet de serre, relativement ambitieuse, le plus ambitieux que présente le GIEC, nous aurions, à la fin du XXIe siècle, une température située, un réchauffement, pardon, dont l'ampleur serait située entre 1 et 1,8 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Mais comme il s'agit d'un intervalle de confiance, il y a une probabilité qui lui est associée. Cette probabilité, c'est 90%. Ce qui signifie qu'il y aurait 5% de chance, sur ce scénario, que la température de 1,8 degré serait dépassée. Et puis aussi 5% de chance que la température, que le réchauffement, à la fin du XXIe siècle, serait inférieur à 1 degré. Donc, on voit que ce scénario ne donne pas une température, ne projette pas une température à la fin du XXIe siècle, mais un intervalle de confiance et une possibilité de dépasser 1,8 degré, qui serait de l'ordre de 5%. Un autre élément à avoir à l'esprit pour comprendre ces scénarios est que ces scénarios omettent, lors de leur construction, un grand nombre de phénomènes, du fait que ces scénarios sont bâtis, sont conçus à l'aide des modèles climatiques. Ces modèles climatiques sont des modèles quantifiés qui ne peuvent, dans leur entrée, ne considérer que des phénomènes quantifiables, quantifiés. Et donc, les phénomènes qui ne sont pas quantifiés, au moment où les scénarios, où les modèles tournent, ne sont pas pris en considération car ils ne peuvent pas être pris en considération par les modèles. Alors, il y a un grand nombre de phénomènes de ce type. Alors, ces phénomènes, dans mes travaux, je les rassemble dans un ensemble que j'appelle le reste causal. Et donc, ce reste causal est constitué de phénomènes pouvant influencer l'évolution du climat et des phénomènes qui, en même temps, ne sont pas pris en compte par les scénarios. Ce sont donc des phénomènes qui sont chargés d'imprévisibles et qui ne sont pas quantifiés. Alors, je vais vous donner quelques exemples
Tiens, la mise en page, enfin, c'est pas grave. Il manque un élément, mais je le présenterai oralement. Je vais donner 3 exemples de phénomènes qui sont intéressants au niveau déjà épistémologique. Le premier, c'est la fonte d'hydrate de méthane des fonds marins. Un hydrate de méthane, c'est une molécule de méthane piégée dans une cage d'eau glacée. Et donc, la stabilité de ces hydrates de méthane repose sur des conditions de température, bien évidemment, mais aussi de pression au niveau de l'eau, et enfin, des conditions de salinité. Donc, toute évolution défavorable de l'une de ces conditions peut entraîner une déstabilisation de l'hydrate et un relâchement de la molécule. La molécule, dans ce cas-là, dans la plupart des cas, elle remonte à colonne d'eau, mais durant ce parcours, le plus souvent, elle rencontre un micro-organisme méthanotrope, c'est-à-dire qui se nourrit de méthane et qui rejette, à la place de la molécule de méthane absorbée, qui rejette une molécule de dioxyde de carbone. Si bien que la fonte d'hydrate de méthane des fonds marins donnerait lieu à la fois à des rejets dans l'atmosphère de méthane, mais aussi, et surtout d'ailleurs en plus grande quantité, a priori, de gaz carbonique. Alors, cette question est d'importance car les quantités d'hydrate de méthane présents dans les fonds marins sont gigantesques. Bien heureusement, il n'y a aucune chance que tous ces hydrates de méthane soient déstabilisés, mais quelques pourcents de ces hydrates de méthane déstabilisés auraient des conséquences majeures sur le changement climatique. Cela entraînerait un réchauffement, une accentuation très forte du réchauffement. Ce second phénomène dont je parle ici, c'est la fonte de glaciers polaires. Tout à chacun, quand on leur parle de la fonte des glaciers polaires, ce qui leur vient à l'esprit, c'est l'élévation du niveau des mers, à juste titre. Question majeure. Mais une autre question, peut-être tout aussi majeure, est le fait que lorsque les glaciers polaires fondent, au niveau du lit, sous le glacier polaire, les conditions de température et les conditions d'humidité sont favorables au développement de populations de micro-organismes émetteurs de CO2 et émetteurs de méthane. Alors, cette question pourrait rester marginale, sauf que nous savons que la quantité de carbone organique, c'est-à-dire de carbone directement utilisable par les micro-organismes, cette quantité est absolument colossale. Là, de même, on peut supposer que seule une partie mineure de cette carbone organique pourrait être utilisée dans le siècle qui vient, voire dans les quelques siècles suivants. Mais déjà, une partie mineure pourrait entraîner une aggravation très forte du changement climatique. Alors, troisième phénomène dont je vais parler, qui n'apparaît peut-être pas sur votre écran, je ne sais pas s'il apparaît, il n'apparaît pas, c'est celui qui est le plus intéressant, ou plutôt le plus important, me semble-t-il, c'est le vivant marin, notamment le vivant essentiellement microscopique. Le vivant marin est aujourd'hui soumis à des conditions environnementales inédites que jamais l'histoire de la Terre n'a connues, en raison des perturbations anthropiques. Or, le vivant, lorsque son environnement change, le vivant change. Le vivant connaît une évolution. L'évolution actuelle de l'environnement marin étant inédite, on n'a pas de retour sur le passé. Donc, on peut faire que des théories partielles et non pas totales sur ce qui pourrait se passer. Enfin, je pense notamment à des travaux de Laurent Bob, parce qu'il est un peu connu dans le milieu des climatologues, qui portent, entre autres choses, sur ces questions. La question du devenir du vivant marin, qui reste largement imprévisible. Or, ce vivant marin est un régulateur majeur, voire le régulateur majeur du climat, en raison de sa capacité à absorber du CO2, mais aussi en raison de son potentiel à émettre du CO2 et surtout à émettre du méthane. L'histoire du climat terrestre est marquée par des émissions de méthane venant des océans. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure dans ma seconde partie, du fait de son importance. En tout cas, le vivant marin, on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'il sera d'ici la fin du XXIe siècle et quels seront ses impacts, l'impact de son évolution sur les taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc sur le climat. Alors, ces trois phénomènes, il y en a d'autres, hein, j'ai pris ces trois-là parce que ce sont les trois sur lesquels j'ai le plus travaillé. Parmi les phénomènes non pris en compte, mais pas du tout pris en compte par les scénarios climatiques, ces trois phénomènes et un tas d'autres phénomènes qui, ensemble,
porte une menace extrêmement importante, en tout cas pourrait enclencher un emballement du réchauffement climatique, avec les conséquences dévastatrices sur les sociétés humaines. Alors là, je vais m'arrêter sur un point particulier, c'est que, selon moi, et j'en parle dans mes travaux, il y a deux erreurs majeures qui sont commises par la climatologie, pas par les climatologues, parce que chacun a ses pensées, ses propres réflexions. L'erreur majeure, ou l'impossibilité majeure, ils sont à faire une impossibilité. L'erreur majeure consiste à vérifier, conforter les modèles climatiques en regardant les évolutions du climat, notamment depuis 2,6 millions d'années, voire au-delà. C'est-à-dire qu'ils confortent leur théorie, leur modèle, à partir d'époques qui parfois peuvent sembler similaires en termes de température, mais qui en fait sont extrêmement différentes de l'époque actuelle en termes structurels, pour deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est que le vivant terrestre, qui est un déterminant, voire le déterminant principal de toute l'histoire du climat, le vivant terrestre est aujourd'hui dans un état inédit, radicalement inédit. C'est-à-dire que l'homme a modifié totalement le vivant sur la Terre. Sur les continents, c'est évident. Dans les océans, c'est de plus en plus le cas. Et donc, la façon dont le vivant réagira aux évolutions climatiques et aux évolutions futures du système Terre est totalement inconnue. Et ce n'est pas le passé qui peut nous éclairer, car le vivant est le lieu des émergences inédites et le lieu principal de l'imprévisible. L'émergence de l'humain en est un exemple, mais là, c'est sur des échelles longues. Mais le micro-vivant, sur des échelles courtes, peut évoluer très vite. La seconde erreur, c'est la fulgurance. Le changement climatique actuel est d'une rapidité inédite depuis au moins 2,6 millions d'années. C'est-à-dire que la plupart des travaux faits par les climatologues, lorsqu'ils s'appuient sur le passé de l'ère quaternaire, c'est-à-dire depuis 2,4 millions d'années, 2,6 millions d'années, ne peuvent pas tenir compte de cette fulgurance, car cette fulgurance n'a pas existé auparavant. Alors, c'est une question, par exemple, qu'aborde Valérie Masson-Delmotte dans certains de ses ouvrages. Mais sans en tirer toutes les conclusions sur la faiblesse de la climatologie aujourd'hui. Il me reste combien de temps? Je dirais, ouais, Bon. 5-8 minutes. Okay. Alors maintenant, je passe au niveau politique. Il y a l'objectif de température de l'accord de Paris en 2015 que vous avez sous les yeux. Donc d'abord, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre l'action pour tenter de limiter cette élévation à 1,5 degré. Cet accord de Paris a donné lieu à une traduction, si je puis dire, par la COP de Dubaï en 2023. Il y a eu d'ailleurs une première traduction à Glasgow, j'en parlais tout à l'heure, en 2022, qui a été renforcée à Dubaï en 2023. Cette traduction est la fixation d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous l'avez sous les yeux. Donc, réduire de 43% les émissions entre 2019 et 2030, et de 60% entre 2019 et 2035, puis atteindre la neutralité des émissions nettes de CO2, uniquement CO2, en 2050. Alors, il s'avère que cette traduction en objectif, cette décision de fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre est basée sur le premier scénario qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau du 6e rapport du GIEC, c'est-à-dire sur le scénario qui mène à un intervalle de confiance à la fin du XXIe siècle, 1 degré, 1,8 degré. Or, la déclaration de Dubaï affirme que ces objectifs sont des objectifs qui permettraient de ne pas dépasser 1,5 degré à la fin du XXIe siècle. Et par ailleurs, on peut constater que les 3 objectifs que vous avez là sous les yeux correspondent à 3 dates. Et ces 3 objectifs sont exactement l'endroit par où passe le scénario dont je viens de parler, aux années 2030, 2035 et 2050. C'est-à-dire que la COP 28 s'est basée sur le premier scénario du 6e rapport du GIEC, du groupe 1, pour construire ces objectifs.
Cela pose deux questions. La première, le rapport du GIEC, quand on lit uniquement le tableau avec les scénarios, ne dit absolument pas que ces trois objectifs seraient suffisants pour ne pas dépasser 1,5 degré. Selon une lecture rapide de ces scénarios, sans lire tout le contexte dont je vais parler après, ces trois objectifs permettent simplement d'être dans un intervalle de confiance, de probabilité 90%, intervalle de confiance 1,8 degrés. Donc là, déjà, il y a une sorte d'interprétation politique erronée d'un travail d'expertise du GIEC. En outre, il faut se rappeler que ces scénarios ne prennent pas en considération tous les phénomènes du reste causal. Le reste causal n'est pas pris en considération dans la construction des scénarios, si bien que les objectifs politiques de Dubaï, d'une part, ne prennent pas en compte l'incertitude de l'intervalle de confiance, et en outre, ne prennent pas en compte les biais, les faiblesses de ces scénarios, c'est-à-dire la non prise en compte de l'imprévisible, des phénomènes imprévisibles, mais néanmoins identifiés scientifiquement. Donc finalement, pour conclure, je vérifie que je suis bien à ma conclusion, c'est ça. Pour conclure, nous pouvons considérer qu'il y a trois visions qui sont présentes, trois visions qu'il faut avoir à l'esprit concernant le changement climatique. D'abord, il y a la vision du déni, c'est-à-dire la vision des climato-sceptiques. Ensuite, il y a la vision du semi-déni, c'est-à-dire la vision qui fait un déni d'imprévisible, un déni du reste causal. C'est la vision qui préside aux objectifs de la COP28. Et c'est aussi une vision qui est portée, très malheureusement, par un très grand nombre d'organisations militantes qui font un travail énorme, extrêmement intéressant, mais qui néanmoins sont en sous-jacent, leur vision, c'est celle du semi-déni. Pourquoi je dis cela? Car ces organisations prennent les scénarios du GIEC à la lettre sans prendre en considération sans prendre en considération le reste causal. Et puis après, pour finir, il y a la vision intégrale, c'est-à-dire la vision qui prend en compte l'ensemble des connaissances scientifiques, à la fois les phénomènes qui sont quantifiés et les phénomènes qui, à ce jour, ne sont pas quantifiés. C'est-à-dire que c'est la vision qui inclut le reste causal et qui inclut l'imprévisible. Merci de votre attention. Et maintenant, j'aurai le plaisir d'écouter Yamina sur la sobriété. Moi qui suis un ancien militant, très actif au niveau intermondialiste, je suis hyper intéressé par tes travaux. Ouais, merci Marc et merci de nous avoir fait ce sort de balayage des différentes différents éléments, en fait, et notamment cette idée d'un semi-déni, en fait, comme une façon d'aborder cette tension qui existe dans la lecture des militants, mais aussi des politiques, en fait, de ce rapport du GIEC, peut-être un poil trop littéral, et sans tenir compte de ces éléments que tu étudies. En disant qu'on va passer maintenant, c'est un autre registre, mais c'est toujours dans cette exploration de ce qui a été peu ou pas pris en compte, en fait, par les GIEC, que Yamina va nous parler. Donc, Yamina Saeb, ingénieure, docteur énergétique et politiste, aussi un ancien membre du groupe de travail 3, le plus décrié, je pense, des groupes de travail du GIEC. Ça va changer, ça va changer. On espère. Et du coup, elle va tout d'abord partager ses réflexions sur la prise en compte de la sobriété, comme Marc disait, dans les travaux du GIEC. Voilà, en tout cas dans cette première partie, comment le GIEC interprète cette notion, s'il le fait, mais aussi, quelque part, la dimension politique de la prise en compte de la sobriété sur la question du climat plus largement, en fait, dans les débats politiques en dehors du GIEC. Mais bon, Yamina, en fait, tu amènes-nous sur ce terrain. Okay. On va changer de présentation. Oui. Alors moi, ce que je parlais dans ma présentation, c'est plutôt la sobriété dans la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on trouve. Mais je peux répondre à ta question avant. La sobriété dans les rapports du GIEC. Sobriété en anglais, c'est le mot sufficiency. C'est le mot qui est utilisé par les anglo-saxons, ceux qui sont native English. Moi, naïvement, en 2010-2011, j'avais utilisé le mot sobriety. À l'époque, j'étais à l'Agence internationale de l'énergie, merci.
Et un collègue américain du ministère de l'Énergie aux États-Unis m'avait dit, si tu veux que le concept flies, si tu veux qu'il vole plus haut, je te conseille de ne plus faire appel au mot sobriety en anglais, parce que sobriety, pour sa génération, voilà, aux États-Unis, ça les faisait penser à des campagnes de sobriété contre l'ébriété alcoolique. Et donc, il y avait un rejet direct. Mais ceci dit, en fait, et donc c'est lui qui m'avait dit que le bon terme en anglais, c'était sufficiency. Et j'ai trouvé de la littérature sur sufficiency. Après, lorsque vous regardez dans le rapport du GIEC, il y a, si vous cherchez juste le mot sufficiency dans les différents rapports, le mot sufficiency, vous allez le retrouver d'abord dans le cycle 4, mais ce n'est pas du tout la sobriété. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, en fait, dans le rapport 4, le mot sufficiency est utilisé en lien avec la sécurité énergétique dans le sens d'avoir suffisamment de ressources énergétiques et pas du tout dans le sens sobriété avec comment la sobriété est dans la littérature. Et dans le rapport 5, c'est encore renforcé, c'est encore le mot réapparaît et encore une fois dans le même sens que dans le rapport 4 parce qu'il y a de la littérature ou alors il est utilisé également pour ce qu'on appelle self-sufficiency, en fait, la suffisance alimentaire. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que ça avait été utilisé. Dans le rapport 5, il y a juste une petite apparition où il est dit, en fait, il y a de l'efficacité, c'est dans le chapitre bâtiment, il y a de l'efficacité, mais il y a aussi autre chose, sufficiency, mais c'est juste mentionné comme ça. On n'explique pas ce que c'est, etc. Puis, dans le cycle 6, dans le rapport sur le 1.5, qui est le rapport spécial sur le 1.5, là, pour la première fois, il y a une référence, c'est tout ce qu'il y a, hein. C'est un rapport qui fait je ne sais plus combien de pages, il y a juste une référence qui est une référence sur sufficiency dans le sens sobriété. Et c'est tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai travaillé sur le rapport 3, dans le cycle 6, le rapport 3 sur l'atténuation, donc les solutions, et j'étais malheureusement dans le chapitre 9, qui est un chapitre sectoriel sur le bâtiment. Je dis malheureusement parce que la sobriété aurait dû être dans les framing chapters et pas juste dans un chapitre, dans un secteur. Et dans notre chapitre, la première réunion des auteurs du GIEC, c'est la première question qui nous est posée, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au cycle 5, au précédent cycle? Et on était 3 à ce moment-là à dire ce qu'il y a de nouveau, c'est sufficiency. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un projet européen sur sufficiency, même s'il n'y avait pas encore une grande compréhension, une recherche approfondie dans la littérature. Et donc, personne, on était 9 à ce moment-là. Donc, il y avait 3 sur 6 qui avaient entendu parler du concept. Puis on nous dit, mais c'est quoi la sufficiency, etc. Donc, on essaye d'expliquer. Puis après, les chapitres décident de ce qu'ils vont mettre, quel est l'état des lieux en gros. Puis après, on a les coordinateurs de chapitres qui vont à des réunions. Moi, je n'étais pas coordinatrice, donc je ne suis jamais allée à ces réunions-là, qui vont présenter les conclusions du chapitre. Et quand nos coordinateurs étaient allés présenter, avaient dit sufficiency, les autres, bien sûr, personne ne savait ce que c'était. Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut garder en tête. C'est que, parce qu'en fait, sans sobriété, il est impossible qu'on décarbone, qu'on soit dans les scénarios, l'objectif présenté par Marc, mais ce n'est pas du tout dans la littérature, c'est pas du tout dans... Ces chercheurs-là ne regardent pas cette littérature-là. Et vous allez comprendre pourquoi ils ne regardent pas cette littérature-là après. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés. Comme les coordinateurs de notre chapitre, ça ne venait pas d'eux. Eux non plus ne regardaient pas ce type de littérature. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés déjà en interne à expliquer ce que c'était la sobriété, etc. Et il a fallu, donc à un moment donné, la réponse est, mais c'est quoi? Il faut une définition. Et donc, il a fallu travailler sur une définition. Pour construire la définition, après je reviendrai sur la partie politique, pour construire la définition, donc la définition qui vient d'un commentaire que j'avais publié et puis qu'on a réussi à insérer dans le rapport du GIEC grâce à de la politique et pas de politique, la politique du GIEC. Elle est articulée autour de quatre piliers principaux. D'abord, la sobriété, c'est un ensemble de mesures politiques et de pratiques du quotidien. Et pour chacun des piliers, en fait, vous allez voir, ça vient d'une ou deux disciplines scientifiques. Parce que la sobriété, dans la littérature scientifique, il n'existe pas, jusqu'à présent, c'est ce qu'on essaye de construire dans le laboratoire des sobriétés, il n'existe pas un corpus scientifique sobriété. Ça n'existe pas. Par contre, on trouve des de sobriété dans les différentes disciplines. Ce que j'ai fait, moi, dans cette définition, c'est en lisant tout ça,
j'ai construit quelque chose à partir de ce que je trouvais dans les différentes disciplines. Donc ça, c'est le premier pilier, et c'est des pratiques du quotidien et pas du tout du changement de comportement des individus. Donc on change de cette approche comportementaliste aux politiques. Et ce que ces politiques-là font, c'est qu'elles évitent en amont la demande, elles évitent et pas elles réduisent, l'efficacité énergétique réduit, la sobriété évite, en amont la demande dans toutes les ressources naturelles et pas juste l'énergie, comme la sobriété fut comprise en France auparavant. Et puis il y a deux aspects très importants, les deux derniers, qui nous viennent en fait de la philosophie politique, et je pense que c'est ce que la sobriété nous apporte et que tous les autres concepts sur la durabilité ne nous apportent pas, c'est la question d'équité. Équité intergénérationnelle, équité nord-sud et équité dans le pays. Et ça, je l'avais traduit par garantir le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Parmi les contestations qu'il y avait en interne, à l'origine en interne, j'avais utilisé garantir une vie décente pour tous. Parce que là, il y a un cadre scientifique qui existe, Decent Living Standards, auquel je pouvais faire référence et qui parlait à tous les collègues qui sont plutôt progressistes. Parce que le GIEC ne fait pas... Le GIEC, c'est des scientifiques. Donc, en sciences, on a des progressistes et des conservateurs. Et donc, ceux qui sont progressistes, ça leur parlait Decent Living Standards parce que c'est un framework que l'on connaît. Et après, il y a eu un long débat sur la question du respect des limites planétaires parce que les travaux du GIEC, c'est juste le carbone, enfin, les gaz à effet de serre. Et pas du tout les limites planétaires. Le changement climatique est l'une des 9 limites. Et donc là, l'argument scientifique que j'avais eu, c'est que là, tu nous sors complètement du cadre scientifique dans lequel on travaille d'habitude, parce que les limites planétaires, c'est un autre cadre de travail, ce n'est pas du tout le cadre du travail du GIEC. Et j'ai réussi à faire garder ça parce que, heureusement que j'étais dans le chapitre bâtiment, parce que l'une des limites planétaires, c'est justement l'utilisation des sols. Et dans ce milieu-là de la sphère GIEC, atténuation du changement climatique, il existe un accord scientifique qui a suffisamment de preuves qu'il faudrait limiter en fait urban sprawl, l'étalement urbain, l'utilisation des sols. Et donc, du coup, mon argument, c'était, si tu prends les limites planétaires, tu vas regarder les émissions, mais tu vas aussi regarder l'utilisation des sols. Et donc, ça a un impact important sur le bâtiment, sur le secteur dans lequel j'étais. Alors maintenant, comment est-ce que cette définition-là a été construite? Moi, je suis arrivée à la sobriété. Moi, je suis ingénieure en énergie à la base. Donc, je suis arrivée à la sobriété par de la comptabilité de kilowattheure qui s'est transformée après en comptabilité carbone. C'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Il se trouve qu'en France, nous sommes le seul pays au monde où la sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique. Ça ne veut pas dire qu'après, on a fait de la sobriété, on a même fait l'inverse. Mais du coup, j'étais venue non seulement par la comptabilité, mais la comptabilité énergétique. Donc, c'est de là que moi, j'étais venue. Et puis, en cherchant, en essayant de voir comment c'était défini dans la littérature, un jour, je tombe justement sur l'article de Laura Spingel, celui de 2016. Et elle, dans son article, elle fait quelque chose de très important. Elle était la première, et jusqu'à présent, elle a été la seule à avoir fait ça. Parce que la sobriété, elle est discutée dans différentes disciplines. Donc, elle est discutée, par exemple, en philosophie, et pas du tout de la même façon que dans les autres disciplines qui discutent la durabilité. Elle est très discutée en philosophie. Une grande différence entre les deux, c'est qu'en philosophie, ils utilisent le mot, je le traduis de l'anglais vers le français, je le traduis par sobriétisme, un mot qu'on n'entend pas du tout dans le débat en France. Donc, le sobriétisme, et derrière le sobriétisme, en fait, cela relève de la théorie de la justice. Et le premier à avoir mis tous ces bouts-là ensemble, c'est Harry Frankfurt. Donc lui, il compare les différents concepts de justice et il conclut qu'en fait, il faudrait considérer le sobriétisme parce que le sobriétisme, c'est ça qui permet l'équité. Mais il dit, lui, dans ce qu'il avait fait en 87, il dit la sobriété, en fait, c'est la suffisance. Vous allez entendre des gens dire pourquoi on n'utiliserait pas le mot suffisance. En fait, ces gens-là, ils sont restés dans ce que Harry Frankfurt avait fait en 87. Et donc, la suffisance, c'est garantir que chacun ait un minimum pour bien vivre. Et lui, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe après, ce qui est en plus que le minimum. Une fois que le minimum est garanti, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe après.
Ça, c'est la première weakness, la première faiblesse du travail de Francfort. Mais on lui doit le fait d'aller chercher, il est remonté à la civilisation grecque, à l'époque grecque, etc., tous les éléments qui font le sobriétisme. Et il dit, ça c'est une théorie ça fait partie de la théorie de distributive justice, et c'est très important d'intégrer ce concept-là pour des raisons d'équité. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne dit pas, mais lui c'est un philosophe, il ne dit pas où est-ce qu'on met cette limite-là basse, enfin, le plancher. Mais bon, lui, il ne vient pas de la science quantitative comme moi, sauf que GIEC, c'est très, très quantitatif. Ensuite, Laura, ce qu'elle fait, elle, alors après, ça a été beaucoup critiqué dans discuter, ce que Francfort a fait, mais principalement dans la philosophie, mais pas du tout discuter dans le milieu de la durabilité. Dans la durabilité, en fait, vous avez toutes les disciplines, sciences politiques, économiques, sociales, sociologie, etc. Ce que Laura a fait, c'est qu'elle a eu l'idée d'aller regarder les deux, comment la sobriété est discutée en philosophie, mais aussi dans ceux qui traitent de la durabilité. Et elle trouve que en philosophie, ils disent qu'il faut le minimum, là, le plancher, et dans la question de la durabilité, en fait, on parle d'un maximum. Et donc, elle dit que la sobriété, en fait, elle contient un minimum et un maximum. Elle a été la première à faire ça, mais pareil, elle ne dit pas où mettre le minimum, le plancher, où mettre le plafond. Ensuite, en philosophie, c'est Liam Shields qui arrive en 2020. Vous voyez, c'est récent, en fait, j'ai mis les dates parce que c'est assez récent. En 2020, donc il explique pourquoi, philosophiquement, il faudrait un maximum. Et si je prends l'exemple du logement, on a tous besoin d'un toit. Donc ça, c'est un minimum qui devrait être garanti pour tout le monde. Mais après, certains d'entre nous ont des résidences secondaires. Donc, quand vous achetez la résidence secondaire, ce n'est pas pour satisfaire un besoin primaire, qui est un besoin de protection de foyer, quoi. C'est que vous l'achetez pour autre chose. Et lui, il dit, ça, en fait, on a un shift dans pourquoi on fait ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre, en fait, un maximum, surtout en considérant la question écologique. Après, donc, ça, c'est les grands fondements. Donc, du coup, c'est de là que viennent les deux limites que vous avez dans la définition. Donc, j'ai bien intégré une limite inférieure et une limite supérieure. Et après, comme je viens plutôt de la science quantitative et je viens plutôt de la partie durabilité, donc la deuxième partie ici que vous voyez sur ce slide, donc d'un point de vue physique, la sobriété, en fait, ce qu'elle nous apporte, elle consiste à intégrer le second principe de la thermodynamique, qui est l'entropie, dans l'économie. Pourquoi? En fait, le premier principe, c'est rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme d'une façon simple. C'est quantitatif. Et le deuxième principe, il est qualitatif. Donc, le premier principe, c'est ça qui donne à l'économie circulaire, par exemple. Donc, ça, c'est du business as usual, en vérité, l'économie circulaire. Même si tout le monde fait des feuilles de route, économie circulaire, etc. Donc, c'est juste une extension du business existant. Parce que tout se transforme, donc votre déchet va devenir une première ressource pour autre chose, quoi. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, mais on l'a tous constaté, c'est que quand vous recyclez un produit, alors non seulement il y a besoin d'énergie, donc de ressources pour le recycler, mais la qualité du produit que vous allez obtenir ne sera jamais égale, elle ne peut pas être égale au produit initial. Par exemple, le papier, on se souvient, on a tous eu des feuilles de papier recyclées. Ce n'est pas la même qualité de papier que le papier non recyclé à l'origine. Et ça, c'est lié à l'entropie, parce aux caractéristiques intrinsèques des produits. Et donc, ça, c'est la qualité. Et la sobriété, en fait, c'est considérer, intégrer ce deuxième principe, parce que le premier principe est plutôt intégré dans l'économie, mais le deuxième principe, l'intégrer dans l'économie. Alors ça, les premiers travaux là-dessus remontent en vérité à 71, mais c'est Robert Ayers qui a le plus développé là-dessus en 98, qui a vraiment formalisé ça. Alors, Robert Ayers, c'est un cas intéressant. L'année dernière, il y avait des personnes qui voulaient qu'il soit nominé au Nobel d'économie pour des raisons évidentes. À faire intégrer l'entropie dans l'économie, il ne pouvait pas être nominé, quoi. Il n'a pas été nominé. Mais les personnes qui suivent ses travaux. Et puis après, pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer ça? Ça veut dire, quand on intègre ça, ça devient beaucoup plus facile de réfléchir à l'économie dans le cadre des limites planétaires. Parce qu'en fait, on a une limite à ce qu'on peut faire. Et le concept des limites planétaires, donc c'est un autre cadre de travail qui a été mis en place en 2015. Là, ils ont sorti une mise à jour, mais à l'époque où on travaille pour le GIEC, j'ai dû me contenter de ce qu'il y avait à ce moment-là.
Et donc, ça, c'est les deux limites. En fait, ça c'est la deuxième limite. Et après, il y a la question parce qu'il y a dans le débat, on le voit par exemple en France et partout, ce qui domine la littérature sur ce qui pourrait s'apparenter à de la sobriété, mais qui n'est pas du tout de la sobriété, c'est plutôt, il y a beaucoup de choses sur le changement de comportement. Et d'ailleurs, la sobriété, elle est souvent comprise comme étant du changement de comportement. Et en fait, de la sociologie, il y a une théorie qui dit qu'en fait, le changement de comportement, c'est la practice theory. Et la practice theory, ça veut dire que ce n'est pas l'individu, c'est la façon dont la société est organisée. Et la façon dont la société est organisée est liée aux institutions, aux infrastructures. Et ensuite vient le rôle de l'individu. En fait, le rôle de l'individu, il n'est pas un truc à part comme ça que vous pouvez prendre et qui va décider tout seul sur behavior de l'agent. Et c'est de là que vient le fait que j'avais rajouté que ce sont les pratiques du quotidien, parce que dans les pratiques, par exemple, pour pouvoir faire du vélo à Paris, il y a 25 ans, moi, je ne faisais pas de vélo parce qu'il n'y avait pas de pistes cyclables. Pour avoir des pistes cyclables, il a fallu avoir des infrastructures. Pour avoir des infrastructures, il a fallu avoir une bonne majorité, enfin la majorité politique qui ferait les infrastructures. Vous voyez? Et donc, on a toujours des difficultés. Les infrastructures qu'on a, elles ne sont pas parfaites, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 25 ans, à l'époque où on avait d'autres majorités. Et donc, c'est tout ça qui fait que ce n'est pas l'individu, mais c'est, en anglais, on dit « sufficiency is an organizing principle ». En fait, c'est la façon dont la société s'organise. Et puis, alors l'autre lien fort, c'est la question moi, au début, j'avais utilisé Decent Living Standard parce que c'était ça qui correspondait, c'était ça qui était beaucoup discuté par les plus progressistes collègues du GIEC. Donc, ce cadre-là est mentionné dans le chapitre 3 de notre rapport. Et puis, on est arrivé, finalement, je suis passée au bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un point de vue politique, personne ne connaît Decent Living Standards Framework. Ça ne veut rien dire pour les politiques. Et je l'avais d'abord testé à Bruxelles. Et puis, quand j'ai vu que c'était très difficile à expliquer, c'était pendant… et donc, j'avais remplacé ça par well-being, parce qu'en fait, well-being, c'est un concept, même si derrière, c'est aussi un mot valise, donc les gens mettent tout et n'importe quoi derrière, mais c'est un concept que l'OCDE a fait connaître, parce que l'OCDE a lancé en 2012 well-being indicators, etc. Donc, elle a tout un programme là-dessus. Donc, du coup, c'est connu dans les pays riches. Alors, une fois qu'on arrive à mettre tout ça ensemble, dans le rapport du GIEC, comme vous le mentionnez, il y a une chose très spéciale, c'est que le rapport est relu par les représentants des gouvernements. Et puis, ça, c'est la première chose, on reçoit des commentaires et on a l'obligation de répondre à tous les commentaires. Et puis, après, l'autre chose spéciale dans le rapport du GIEC, c'est que le résumé pour décideurs, parce qu'il y a le rapport où il y a toutes les publications, etc., toutes les références, le résumé pour décideurs, il est approuvé par les représentants des gouvernements, ligne par ligne, mot par mot, etc. Donc, la première phase pour nous, c'était de passer la phase des commentaires. Enfin, la première phase, c'était de passer la phase des discussions internes entre auteurs, sachant que quand même ces discussions-là sont dominées par les plus conservateurs d'entre nous. Donc, ça, c'était la première phase. On avait réussi à la passer, je pense, parce que j'étais dans un chapitre sectoriel, j'étais dans le chapitre bâtiment, en fait. Parce que la sobriété… Sur le radar. Voilà. Donc si on avait été, parce que moi, je regrettais de ne pas être dans un framing chapter, si j'avais été dans le framing chapter, ça n'aurait jamais pu traverser cette première phase. Donc, en fait, le fait finalement de s'être retrouvé dans un chapitre sans importance pour les autres, du coup, c'est resté. Alors ça, c'est la première phase. Ensuite, on va à la relecture. Et là, on reçoit les commentaires des gouvernements et des scientifiques dans la dernière phase. Et je me souviens, et j'ai encore l'email, parce qu'après, on fait la technique, en fait, ceux qui gèrent le processus, ils nous font une récap, ils analysent les commentaires, ils nous font une récap. Et dans la récap, je me souviens très bien de cette réunion-là, le mot sobriété, c'est le mot pour sufficiency, c'est le mot pour lequel on a reçu le plus grand nombre de commentaires négatifs. Donc, conclusion, le mot sobriété ne va pas… normalement, nous, notre réaction, c'est qu'on va éclaircir ça, etc. Non, le mot sobriété ne va pas dans le résumé pour décideurs. Donc, ça a été supprimé du résumé pour décideurs. En fait, le mot a été supprimé. Et donc, quand il a été supprimé, parce que le résumé pour décideurs, pour vous donner une idée, notre chapitre, c'était une centaine de pages. Entre les deux, il y a un document intermédiaire qu'on appelle le résumé technique. Donc, à partir de notre centaine de pages, on nous a demandé d'écrire 4 pages pour le résumé technique.
Et à partir de là, on nous a demandé d'écrire 300 mots pour le résumer pour décideur. Voilà. Donc, en fait, c'est tout petit. Donc, du coup, 300 mots sur lesquels, à la fin, on était 12 auteurs. 12 auteurs qui avaient travaillé bénévolement pendant 5 ans devaient se mettre d'accord. Donc, chacun voulait mettre sa petite pierre dans ce truc-là. Mais dans mon chapitre, en fait, on était d'accord qu'il fallait mettre la sobriété. On a structuré le chapitre autour de sobriété, efficacité renouvelable. Donc, nous, on n'avait plus... Il y avait eu une adhésion incroyable dans le chapitre. Et donc, après, on avait nos 300 mots. Et du coup, comme nos 300 mots, dedans, le mot sobriété apparaissait en premier. Alors, du coup, on nous a affecté quelqu'un pour réécrire nos 300 mots, parce que nous étions des incapables, quoi. La personne qui devait réécrire les 300 mots, c'est quelqu'un de ce qu'on appelle le bureau du GIEC. Donc, en fait, il y a les présidents et ils sont soutenus par les coprésidents, ils sont soutenus par un bureau des scientifiques connus. Je trouve que dans notre cas, c'était un représentant d'un gouvernement ce jour-là. Bon, bref. Et donc, la personne devait réécrire les 300 mots pour nous. Et comme c'était moi qui avais écrit à l'origine, qui avait coordonné les premiers 300 mots, et donc j'étais en charge de répondre à toutes les questions qui passaient par la tête de ce monsieur. Et à la fin des fins, parce qu'en fait, dans notre chapitre, vous enlevez sobriété, le chapitre ne tient plus, en fait. Et c'est la déléguée aldienne qui m'avait dit ça. En fait, c'était la colonne vertébrale de notre chapitre. Vous enlevez ça, ça ne tenait plus. Et donc, à la fin des fins, quand nous sommes allés à l'approbation, nous sommes arrivés avec 300 mots pour lesquels j'ai fourni tous les chiffres qu'il m'a demandé. J'ai fait des calculs dans tous les sens que je ne pouvais pas comprendre, même moi. Donc, on arrive avec 300 mots qui n'avaient aucun sens. Et là, on a eu de la chance. Et c'est là où c'est important de comprendre en fait le lien entre les points focaux du GIEC dans les pays forts et les scientifiques. Donc, le délégué français prend la parole pour dire moi, ces 300 mots, ils ne me servent à rien. Enfin, il ne dit pas ces 300 mots, il dit ce paragraphe-là, moi, il ne me sert à rien parce que moi, ma situation, on donne des chiffres, des émissions, blablabla. Et il dit, moi, ce que j'ai aimé dans cette partie-là, dans la partie bâtiment, c'est que justement, ça a intégré le concept de sobriété. Et chez moi, les politiques sont basées sur la sobriété. Et il est suivi et soutenu par le représentant de l'Union européenne et par plusieurs représentants des pays européens. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de l'Union européenne. Et puis, finalement, la décision était la décision était d'abord qu'on réécrive nos 300 mots. Mais on avait 1h30, je crois, pour écrire les 300 mots. J'étais en charge de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les premiers 300 mots qu'on avait, j'ai réajusté un petit peu et j'ai donné ça au moment où il fallait donner ça. J'ai donné ça, en fait, à la dernière minute exprès parce que il pouvait plus, en fait, plus personne ne pouvait retravailler les 300 mots. Et on arrive à nouveau à la négociation. Et là, à la négociation, donc dans la première phrase, je fais réapparaître sobriété, efficacité renouvelable. Et là, la personne qui gérait l'approbation de nos 300 mots a dit, bon, cette partie-là, elle passe, ils appellent ça un huddle. Donc, en fait, tout ce qui est problématique, polémique, va passer dans un petit groupe et uniquement les pays qui sont vraiment intéressés qui vont venir. Et donc, là, ils nous font passer dans un huddle, mais en fait, le huddle, ça dépend qui va gérer, qui va animer, qui va faciliter la session. Et donc, pour faciliter la session, on a eu droit à une personne du bureau. Je la Google tout de suite. Tout ça, c'est passé en soirée, en ligne. Et donc, je la Google et je vois que c'est une Américaine. Et là, je me dis, bon, c'est foutu. Et puis, donc, pendant ce temps-là, en fait, parce que c'était très, très difficile parce que je communiquais avec ma collègue sur Skype, je communiquais sur Slack avec la personne qui gérait la session et en même temps, les autres me parlaient. Donc, il fallait faire 3 choses en même temps et c'était en soirée. Donc, en fait, j'avais proposé, est-ce que je rajoute la définition de la sobriété? Et c'était no go. Donc, on m'a dit non. Et puis, au moment où on rentre dans cette fameuse réunion, il n'y avait que quelques pays et on avait eu la chance d'avoir l'Inde, la représentante de l'Inde, le représentant de la Chine. Il n'y avait plus, les Français n'étaient pas là-bas. Donc, moi, je regardais, j'essayais, j'envoyais des textos, mais il était 10h30 du soir, quoi. C'est la déléguée indienne qui a compris que derrière, il y a une question d'équité et donc qui dit, moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer le mot sufficiency, parce qu'en fait, si vous supprimez le mot sufficiency, il n'y a plus de colonne vertébrale, ça n'a aucun sens, comme l'a dit l'un des délégués. Puis elle dit,
peut-être les auteurs qu'il suffit de mettre une définition pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est trop technique, les gens ne connaissent pas. Mais moi, c'était plus que ce dont je rêvais, quoi. Moi, je voulais juste le mot. Et puis finalement, on a réussi à avoir la définition en footnote, c'est vrai, en bas de page. Mais en fait, c'est très important parce que après, cette définition-là est allée dans le rapport de synthèse. Parce qu'après le rapport des 3 groupes, il y a le rapport de synthèse. Et là, pareil, moi, je n'étais pas autrice, j'étais review editor. Mais là, pareil, en passant par les délégués européens, eh ben, c'est revenu avec la définition. Il y a juste une petite erreur dans la définition qu'il y a dans la rapport du GIEC, mais normalement, ils vont publier une correction. Et c'est comme ça qu'on arrive là, quoi. Mais avant d'arriver là, il y a une étape que j'allais dire. En fait, une fois qu'on a reçu, jusqu'à la dernière minute, à partir du moment où on a reçu les commentaires, jusqu'à la dernière minute, on était menacé que tout ce qu'on avait écrit sur la sobriété allait disparaître. Et donc, il y a une chose dans le rapport du GIEC qui est importante, c'est que tout doit être basé sur la littérature dans les revues à comité de lecture et ça devait être publié à une date précise. Je crois que c'était octobre 2021 pour nous. Donc, tout ce qu'on publiait après n'allait pas être pris en compte. Et donc, pour faire ça, il y avait un éditeur qui m'avait contacté pour que j'écrive pour lui un article à la dernière minute. Je lui dis, non, en fait, je peux écrire juste, voilà, j'ai besoin de ça, il faut que ça sorte à telle date, il faut que ça sorte avant telle date, etc. C'est comme ça que ça s'est retrouvé dedans, en fait. Ça s'est retrouvé dedans parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a été possible de… Et du coup, en fait, je pense que la question, et c'est pour tous les deux, en fait, so what? En fait, en quoi, de ton point de vue, l'inclusion de la sobriété change les débats sur les débats sur le climat, en fait, ou pourquoi l'idée de sobriété, en fait, a sa place dans un rapport comme celui du GIEC et sa place dans les débats climat. Et c'est pareil pour toi, Marc, en fait, en quoi cette idée de l'imprévisible, pourquoi il est si important de la retrouver dans ces débats? Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que moi, j'ai visé le rapport du GIEC pour la sobriété? Parce que moi, je travaille plutôt au niveau européen. Il y avait eu une opportunité au niveau européen d'avoir, à l'époque, ma compréhension de la sobriété, c'est qu'elle était que énergétique, d'avoir dans ce qu'on appelle l'union de l'énergie, d'avoir de la sobriété. En fait, l'union de l'énergie, le gars qui a rédigé le document, elle était basée sur 5 piliers. L'un des piliers, c'était moderation of demand, la modération de la demande. Et ça rentrerait dans la sobriété. Donc, il n'est pas allé chercher la question de éthique, etc., mais il avait mis modération. Et la communauté de l'efficacité énergétique européenne a transformé ça en efficiency first. Vous imaginez, on parle de modération de la demande et on atterrit dans le texte final, parce que ce qu'il avait écrit lui, c'était une communication seulement. Et donc, je savais que j'avais compris qu'il fallait arriver par un autre biais pour que ça atterrisse dans les textes européens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sobriété dans les textes européens. Et on a besoin de ça parce qu'en fait, toutes les politiques environnementales et climatiques françaises sont des politiques européennes. Donc, si ce n'est pas dans les textes européens, il est peu probable qu'on arrive à faire avancer les choses. Et donc, du coup, depuis que c'est dans le rapport du GIEC, et ça c'est nouveau, j'avais déjà fait cette analyse-là, et ben, c'est repris. On nous pose la question. Bon, il se trouve qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a eu une opportunité, une crise. Alors, le rapport du GIEC est sorti début avril 2022, la guerre en Ukraine, et le président de la République a annoncé publiquement que la France allait travailler sur des plans de sobriété énergétique. Et donc, l'administration française à Bruxelles communique sur la sobriété énergétique. Et maintenant, et comme il y avait déjà quelque chose qui venait du GIEC, donc en fait, ça a pris. Donc aujourd'hui, le mot sufficiency avec cette définition-là est repris dans plusieurs rapports internationaux. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est un game changer? D'abord, pour la question de l'équité nord-sud et l'équité intergénérationnelle. Parce que si on considérait la sobriété lorsqu'on met en place notre objectif de neutralité carbone, la France devrait être neutre en carbone en 2027. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et l'Union européenne, autour de 2030. Ça dépend, en fait, si on intègre la Grande-Bretagne ou pas. Donc, en fait, nous, Européens, quand on dit qu'on est les champions de la question climat, etc.,
Ce n'est pas vrai du tout parce qu'on n'intègre pas nos émissions passées. Là, maintenant, on a un Premier ministre qui parle de la dette écologique. En fait, la sobriété nous impose d'intégrer notre dette climatique. Voilà. Et donc, intégrer la dette climatique, c'est quelque chose dont les grands puissants ne veulent pas. Il faut se souvenir que la COP de Copenhague, elle a échoué en grande partie parce que la fameuse phrase de Barack Obama, American lifestyle is not negotiable. Donc, en fait, derrière, il y a toute une stratégie de maintien du système international et des injustices, des rapports nord-sud et des rapports entre les riches et les pauvres, même dans nos pays, qui est ce que nous avons, la seule chose que nous avons connue, nous les générations qui travaillent aujourd'hui, parce que c'est le système international qui a résulté de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où tous ces pays-là, tu disais qu'il y avait 198 pays ou parties prenantes dedans, mais sur les 198, il doit y avoir moins que 10 qui existaient comme pays au moment où toutes ces institutions-là internationales où se négocie la question climat existaient. Et donc, en fait, ça remet en question ça. Et ça, ils n'ont pas envie de le remettre en question. Oui, absolument. J'espère que vous tous là, vous êtes prêts à débattre. Là, je voulais juste aussi écouter Marc sur qu'est-ce que ça change en fait. En fait, la question que tu poses, c'est exactement la seconde partie que j'avais prévue, mais, Mais tu peux nous la raconter peut-être sans présentation. sans diaporama, ouais, donc je vais parler comme ça. Bon, tout d'abord, quand je parle de ces choses-là, j'insiste sur le fait qu'il y a une dynamique en cours, sinon on pourrait désespérer tout le monde. Donc, selon moi, il y a 3 caps historiques à franchir. 2 d'entre eux ont été franchis. Le troisième, qui est le plus important, reste à franchir. Au niveau international, au niveau des COP. Le premier cap historique, c'était pour la première fois à Copenhague. A été fixé un objectif de température à ne pas dépasser. C'était 2 degrés. Ça, c'est le premier cap historique qui a été amélioré, renforcé à la COP 21 à Paris. Et puis, il y a la COP de Glasgow en 2022, c'était la COP 27, la COP 27. Durant cette COP, 26, durant cette COP, il a été décidé de fixer des objectifs de réduction de gaz, des émissions anthropiques du gaz à effet de serre. Donc ça, c'était un passage très important, parce que c'était une traduction en termes d'objectifs de moyens, si je puis dire, alors que 2 degrés, c'est une finalité un peu abstraite, qui ne renvoyait pas directement à l'activité humaine. Mais ce deuxième cap, il repose sur le semi-déni, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, le troisième cap, c'est le cap où la COP prendrait en considération l'imprévisible. Cela, dans la dynamique actuelle, on peut penser qu'on est peut-être sur cette voie-là, du fait que le 6e rapport du GIEC, le groupe 1, dans son résumé pour décideurs, parle pour partie des questions d'imprévisibles. Alors que pendant 20 ans, entre 1995 et 2013, je parle du groupe 1 seulement, donc ces rapports, c'est 1995 pour le 2e et 2013 pour le 5e. Durant toute cette période de près de 20 ans, le GIEC avait gommé la question de l'imprévisible de ses résumés à l'intention des décideurs. Ça avait disparu. C'était présent très fortement dans le premier rapport, alors très très fortement, quasiment la plupart des phénomènes étaient présentés, connus à l'époque, gommé pendant 20 ans, et ça a réapparu au 6e rapport, d'une part. D'autre part, tout à l'heure, quand j'ai présenté le schéma science, expertise, politique. En fait, la science nourrit l'expertise, l'expertise nourrit le politique. Et donc là, c'est très clairement le cas. Le GIEC se nourrit de la production scientifique, ça a été dit, mais les COP, tout ce que sortent les COP, c'est nourri de ce que sort le GIEC auparavant. Ce qui ne veut pas dire que les COP reprennent l'ensemble de ce que dit le GIEC, hein, évidemment, de ce qu'on peut tirer du GIEC. Ils font un tri, ils en prennent une partie. Quand je parle des productions du GIEC, je parle plus précisément des résumés pour décideurs. Pour décideurs, ça veut dire pour décideurs politiques et économiques. En gros, pour les chefs de gouvernement, les collectivités locales, et puis aussi pour les grosses entreprises. Donc, ce résumé pour décideurs, il est une base pour la décision des COP. Une base qui est souvent traduite politiquement de manière erronée, mais néanmoins une base. Et le fait d'introduire dans le 6e rapport, de réintroduire de l'imprévisible, quand je dis que c'est réintroduction de l'imprévisible dans le 6e rapport, je veux dire réintroduction de l'imprévisible dans le résumé pour décideurs.
C'est-à-dire le résumé, comme le disait Yamina, qui est validé ligne par ligne par les représentants des gouvernements du monde. Donc, ce résumé a réintroduit l'imprévisible dans son 6e rapport. Si bien qu'on peut penser que cet imprévisible, il va être réintroduit dans le champ politique, dans le champ de la décision politique ultérieurement. Mais quand? Donc maintenant, l'enjeu est d'exercer des pressions, de communiquer pour accélérer la prise en compte de l'imprévisible par le politique. Alors, comment le politique peut-il prendre en compte l'imprévisible? Juridiquement, de quoi disposons-nous? Il y a un principe qui a été construit à la fin du XXe siècle, qui est le principe de précaution, qui est exactement le cadre juridique pour prendre en compte l'imprévisible. Pour mettre en œuvre le principe de précaution, il faut que 3 conditions soient remplies. La première, c'est incertitude. La seconde, c'est gravité. La troisième, c'est irréversibilité des conséquences. Changement climatique, clairement, le reste causal. Le changement climatique, en lui, il n'est pas incertain. On le connaît. Maintenant, on est certain qu'il est là. C'est-à-dire que les scientifiques, depuis le 2000, en gros l'an 2000, ont une certitude absolue qu'il y a un changement climatique d'origine anthropique qui a des effets majeurs. Avant, c'était une hypothèse très forte, qui était de plus en plus forte, et depuis le tournant des années 2000, c'est une certitude. Cette certitude, elle est là. Maintenant, il reste de l'incertitude qui provient du fait qu'il y a un reste causal. L'incertitude ne repose pas sur l'existence du changement climatique, mais sur le reste causal. Comment va-t-il impacter le futur du climat, ce reste causal? Et ça, c'est plein d'incertitudes, c'est porteur de conséquences graves et irréversibles. Donc, le principe de précaution est convocable concernant le changement climatique, du fait de ce reste causal. Maintenant, il faut trouver Ah oui, la mise en œuvre. Il ne suffit pas de pouvoir convoquer le principe de précaution, il faut encore comment le décliner concrètement. Alors, il y a 2 axes majeurs, selon moi, de déclinaison du reste causal, d'application, pardon, du principe de précaution, excusez-moi. Le premier, c'est de fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui soient modulables avec le temps en fonction de la réalité des connaissances scientifiques sur le changement climatique et de la réalité du devenir du reste causal et du changement climatique. Donc, de ces objectifs soient plus forts que ceux de Dubaï, que ceux de Dubaï ne sont clairement pas suffisants. D'autre part, le second axe, c'est de protéger le vivant marin, protéger le vivant continental. Donc ça, je pourrais développer pendant une heure si vous le souhaitiez, mais ce n'est pas le lieu d'aujourd'hui. Donc on a les 2 axes de mise en application de ce principe de précaution. Et pour arriver à cela, maintenant, parce qu'on parle des leviers d'action. Pour moi, un levier d'action extrêmement important, c'est qu'il faut communiquer sur l'ensemble des connaissances relatives au changement climatique. Je parle des connaissances scientifiques, des connaissances des sciences naturelles, y compris sur les phénomènes causaux qui sont chargés d'imprévisibles, y compris sur le reste causal. Mettre en exergue, en valeur le reste causal, cet imprévisible, c'est extrêmement important. Merci Marc. Et évidemment, j'ai beaucoup de questions, mais avant de poser davantage de questions, je voulais aussi donner la possibilité aux personnes en ligne ou ici dans la salle de poser quelques questions. On sait, Yamina, elle est avec nous encore pendant une quinzaine de minutes. Donc, si vous voulez poser quelques questions ou avoir quelques réactions, en fait, aussi, c'est un bon moment. Sinon, on peut continuer avec une discussion à 3. Vas-y. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était extrêmement riche. J'aurais une question pour vous au sujet de... Justement, je voulais revenir sur cette chronologie et sur le fait que cette question d'imprévisibilité a été visible dans les années 70, a ensuite complètement disparu et a été remis à l'ordre du jour et à l'agenda. Est-ce que, alors peut-être c'est un défaut d'écoute de ma part, mais est-ce que vous avez pu faire une analyse socio-historique des raisons de cette invisibilisation, justement, et quels ont été les facteurs qui ont été à l'origine de la mise à l'agenda, de l'invisibilisation et de la remise à l'agenda? Comment ça s'est passé en fait? Quels sont en fait les groupes d'acteurs qui se sont éventuellement mobilisés, pas mobilisés? Qu'est-ce qui fait que ça a disparu? Est-ce que vous avez des hypothèses sur cette question-là?
On va peut-être collecter quelques questions supplémentaires s'il y en a. Vous pouvez utiliser aussi la fonction Du chat. voilà, le chat en fait pour. Je n'ai pas accès au chat ici en fait. Je ne sais pas, mais vous l'avez. Est-ce qu'il y a des choses Pour le moment, il n'y a rien. N'hésitez pas à vous manifester donc en levant la petite main. Voilà. En attendant, je voulais en fait, et du coup on peut écouter Danemark, mais aussi demander à Yamina, en fait, il y a, en tout cas dans les débats, moi je suis davantage les COP et moins le débat dans les GIEC, mais on voit de plus en plus, et notamment depuis l'accord de Paris, et le fait qu'on est sorti en fait d'une gouvernance top-down des objectifs. En fait. Il y a ces références aux objectifs dans les résultats de la COP, mais il faut dire qu'on est passé, notamment avec l'accord de Paris, à un régime qui a gommé les différences entre les États. Les responsabilités communes mais différenciées, l'idée de la responsabilité historique, tout ça, ça a été gommé pour permettre aux États-Unis de revenir dans le régime climat. Et du coup, on voit que plus le GIEC et le monde scientifique tirent la sonnette d'alarme sur le besoin davantage d'ambition, cela se répercute sur plus de demandes vis-à-vis des économies émergentes et des pays en développement. Parce que le niveau d'ambition des pays développés, notamment, n'a pas progressé. Donc, plus on trouve des objectifs globaux dans les textes, plus ça veut dire davantage de demandes pour les pays, finalement, qui ont une responsabilité moindre dans les problèmes actuels. Du coup, il y a un lien entre ce que Marc dit sur il faut des objectifs plus ambitieux, mais du coup, la question de la sobriété, comme tu disais, mais aussi la question de l'équité, ne retrouve pas, disons, sa place et peut-être est aussi la cause de l'impasse dans laquelle on se trouve au niveau de la négociation. Comment tu vois la réaction, tu as mentionné la déléguée de l'Inde, leur réaction à ces concepts de sobriété et comment ils peuvent faire son entrée en fait dans un espace plus politique aussi. Et comment tu vois, qu'est-ce que tu vois comme scénario, comme perspective? Ouais, moi, j'ai jamais participé à aucune COP. Je ne suis pas du tout dans la négociation politique, je suis plutôt dans la partie scientifique, mais j'ai toujours travaillé dans l'interface entre la science et le politique. Dans l'accord de Paris, la question de la responsabilité commune mais différenciée apparaît quand même dans l'article 9, je crois, de l'accord de Paris. Elle reste là. Oui. Mais je suis d'accord avec toi pour le reste. Alors, il y a une chose où les scientifiques ont une responsabilité très importante, c'est que j'ai regardé dans les scénarios dits du GIEC, le GIEC ne développe pas ses propres scénarios, les scénarios d'atténuation, ce sont des scénarios, d'abord, il n'y a pas du tout de sobriété dedans. On avait reçu, en fait, nous, on avait fait un appel à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios. On avait reçu plus de 3000 scénarios. Sur les 3000, il doit y avoir 300 à peu près qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris. Et là, je pense que les scientifiques ont eu un rôle important dans comment est-ce qu'on a défini cette compatibilité. C'est uniquement pour la partie que Marc a montrée, c'est uniquement pour la partie température. Donc, on n'a pas du tout regardé l'article 9 sur la responsabilité commune mais différenciée. La partie équité n'est pas dedans. Puis après, lorsqu'on regarde plus en détail, c'est ça que j'ai fait après, ces scénarios-là, on se rend compte que ce sont des scénarios pour lesquels le Sud n'existe pas, quoi. Et la responsabilité historique des pays industrialisés, abstraction de ça. Et donc, ce sont des scénarios, moi je les appelle des scénarios colonialistes, ou post-colonialistes, parce qu'en fait, ce sont des scénarios basés sur, d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition. En vérité, ce n'est pas une transition, mais une continuation du business as usual qui nous a conduit là-dedans, parce que ce sont des scénarios extractivistes. Et c'est juste qu'au lieu d'aller extraire des énergies fossiles, on va extraire des minerais des pays du Sud. Et ce sont des scénarios qui ne vont pas, même le SSP, lui, il avait montré SSP1. Il y a un scénario en particulier que je trouve très parlant, c'est celui qu'ils utilisent dans une publication comme illustration, parce que ça s'appelle, donc il est SSP1, vous imaginez pour un politique, en particulier dans le pays en développement. Donc, s'il arrive à savoir qu'il y a le SSP1 et ça correspond à moins de 2 degrés, c'est déjà une grande victoire. Et en plus, alors vous dites, celui-là, il est SSP1 et ça s'appelle scénario développement durable.
quand vous êtes un représentant des pays en développement, le développement durable, ça veut dire que d'ici 2030, on n'aura plus, tout le monde aura accès à l'énergie, il n'y aura plus de hunger, etc. Il y a les objectifs là à atteindre. Et lorsque vous regardez ce scénario-là, eh ben, pas du tout. En fait, ce qui va se passer dans ce scénario, il se retrouve dans le résumé pour décideurs. Dans ce scénario-là, donc on va décarboner le secteur de l'énergie dans les pays riches d'ici 2050. Et dans les pays pauvres, eh ben, l'accès à l'énergie se fera dans le Grand Sud, pas juste les pays pauvres, y compris en Chine, etc., se fera avec des énergies fossiles. Voilà. Et ensuite, alors ça, c'est la première grande... Enfin, comment est-ce qu'on peut concevoir un monde comme ça? Et la deuxième chose, c'est que j'ai regardé la demande en énergie par personne. La demande en énergie par personne, ben, l'Africain, parce qu'il y a une région qui s'appelle Afrique subsaharienne, ben, lui, on va lui permettre d'augmenter un petit peu, et l'Américain, il va réduire un peu, mais il se rencontre jamais, il ne se rencontre jamais. Et le gars qui a fait ça, quand je lui dis, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas vendre ça dans un pays du Sud. Et il m'a dit, ouais, mais ils vont se retrouver, il y aura un rattrapage autour de 2080. J'ai regardé après, en fait, il n'y a jamais de rattrapage, puisque le scénario s'arrête en 2100, il n'y a jamais de rattrapage. La même chose, vous regardez la surface habitable par personne, eh ben, il n'y a pas de rattrapage dans la surface habitable. Il n'y a aucun rattrapage pour les pays du Sud qui est fait dans ces scénarios-là. Le problème qui se pose, ben moi je pense que ça pose un problème éthique pour la communauté scientifique. Et là maintenant, les pays du Sud s'organisent. Justement, l'Inde a publié un premier scénario qui vise l'équité, mais il y en a d'autres en préparation. Et là, il y a un groupement des Africains, enfin un groupement des experts du climat pour l'Afrique, ça s'appelle, je crois, comme ça. Eux, ils ont carrément envoyé un courrier au président du GIEC, qui était autrefois le président du groupe 3, c'était notre président à nous, dans lequel ils disent, bon ben, nous, on ne peut pas accepter des scénarios avec autant d'inégalités, etc., l'extension de l'héritage colonial, et ils ont rajouté les critères à regarder pour la prochaine fois. Moi, ce que je pense, c'est que pour le prochain cycle, c'est ça qui est en train de se préparer, ces scénarios-là. Seulement quand je dis ça, ça voudrait dire qu'on n'aurait eu aucun scénario, parce qu'il n'y a aucun scénario, et donc on n'aurait pas pu dire qu'on va être autour de 2 ou de 1,5. C'est ça qu'il faut que les gens réalisent. Parce que la communauté scientifique n'a pas été au rendez-vous de l'équité et de la justice. Et après, vous trouvez dans le texte beaucoup de références, justice climatique, etc. Mais traduisez-moi ça en chiffres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Parce que si on traduisait ça en chiffres, ça voudrait dire quoi? Je vous ai dit, ça voudrait dire l'Union européenne devrait être neutre en carbone autour de 2030. Autour de 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que nous ayons un objectif pour 2050 alors qu'on devrait être neutre en carbone autour de 2030, si on prenait en compte notre dette carbone. Ça veut dire que toutes les émissions que nous sommes en train de planifier, pour lesquelles on paye avec de l'argent public, entre 2030 et 2020 et 2050, pardon, sont des émissions qui ne nous appartiennent pas, qui ne peuvent pas nous appartenir. Soit elles appartiennent aux générations qui vont en naître, ou les tout petits, là, et surtout, elles appartiennent à tous ceux qui n'ont pas pollué. Ce sont les pays du Sud. C'est ça ce que ça veut dire. Et après, ça pose une véritable question de quelle politique proposer. C'est là, je pense, que la sobriété viendra jouer un très grand rôle. Donc, en fait, tu vois, en vérité, moi, je considère que ceux qui ont développé ces scénarios-là, ça s'appelle Integrated Assessment Modeling, ils ont été très misleading des policymakers. Ça atterrit dans le résumé pour décideurs du rapport du GIEC. Il ne faut pas oublier que le rapport du GIEC, c'est un rapport onusien. Donc ça, c'est contraire à la charte des Nations Unies. Et du coup, la dernière réunion qu'il y a eu du GIEC, parce qu'eux, ils se réunissent déjà, il n'y a pas encore d'auteur, mais eux, ils se réunissent. Donc, il y a eu la lettre des Africains, il y a les Indiens. Moi, ce que je pense qu'il va se produire, c'est qu'il va très probablement y avoir une alliance entre ce qu'on appelle le Grand Sud et une alliance Grand Sud. Si et seulement si j'avais eu accès à ces données-là avant, ben, on n'aurait jamais eu notre rapport approuvé, parce que ça ne peut pas être approuvé, en fait. Parce que, en fait, dans ce genre de négociation, ben, ce n'est pas possible. On peut jouer avec les chiffres, mettre de l'inégalité, l'extension des inégalités coloniales dans les modèles qu'on n'arrive pas à voir, mais ça ne peut pas être écrit. Moi, ce que je dis à ces collègues-là, vous aurez dû labelliser ce scénario-là, scénario néocolonialiste, inégalitaire. Et un scénario labellisé comme ça, c'est ça la véritable labellisation, c'est un scénario qui ne passerait pas dans un rapport du GIEC. Donc, ça va changer. Après,
pour construire ces scénarios-là, en fait, c'est un groupe, en vérité, c'est un petit groupe, c'est le corps de ce groupe-là, c'est une quarantaine de personnes. Après, ils ont plein d'étudiants, etc. Donc, ils se sont, de ce que je comprends moi, c'est qu'il y a eu un vide. La nature a horreur du vide, ils ont occupé un vide. Maintenant, ils sont bousculés et donc ces mêmes personnes maintenant disent qu'ils vont faire avec exactement les mêmes types de modèles, etc., des scénarios d'équité. Moi, je pense que ce n'est pas possible parce qu'il y a un problème dans la méthodologie de modélisation. Et sans compter, bien sûr, tous ces scénarios-là sont faits que par des gens du Nord. Hein. Après, les gens du Sud, il y a un Brésilien. Alors, Yamina, elle doit partir. On a quelques petites questions. Je ne sais pas si on peut le voir ici, en fait. Tu veux les lire? Oui. Et je pense qu'on en a une pour toi, Yamina. À quel point la notion de sobriété implique-t-elle une remise en cause du capitalisme? Je pense que tu as plus ou moins d'y répondre. Ou encore, comment situe-t-on la sobriété par rapport à la notion de décroissance? Ouais. Et une deuxième qui va, de nombreux acteurs scientifiques, mais aussi institutionnels ou professionnels de l'aménagement du territoire, aux États-Unis ou en France, ont clairement soutenu cette vision de la sobriété dans les années 1970. Leur poids semble avoir disparu dans les années 1980 et plus encore dans les années 1990. Avez-vous des éléments permettant d'expliquer cette évolution ou cette disparition? Alors, il y a une confusion dans la communauté scientifique. Quand notre rapport a été publié, je me souviens, j'avais vu sur Twitter ou sur LinkedIn, quelqu'un qui avait écrit sobriété, c'est le mot le plus important qui apparaît dans le rapport du GIEC, et sobriété égale décroissance. En fait, au niveau mondial, on n'en sait rien. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a aucun scénario mondial qui est basé sur la sobriété. Donc, parce que pour répondre à cette question-là, il faudrait un scénario monde qui intégrerait la notion de sobriété et puis après faire l'évaluation macroéconomique de ce scénario-là. Donc, on n'en sait rien. Au jour d'aujourd'hui, on n'en sait toujours rien. On a une thèse, en ce moment, je co-encadre une thèse qui va regarder cet aspect-là. En fait, la macroéconomie de la sobriété au niveau mondial, c'est une thèse financée par l'ADEME. Et donc, c'est la première fois qu'on regardera ça. Ensuite, au niveau national, dans mes slides, j'ai rajouté justement les graphes qui viennent du rapport de l'ADEME. Au niveau de la France, on sait que la sobriété n'est pas la décroissance si la décroissance voudrait dire une récession, un PIB négatif, etc. Parce que ça a été fait pour la France avec les scénarios de l'ADEME. Ils ont fait une évaluation macroéconomique en utilisant le modèle 3ME de l'OFCE. Et ils ont trouvé qu'il y aurait une légère baisse par rapport à un scénario tendanciel du PIB, mais ce n'est pas négatif. Et en plus, cette légère baisse, c'est juste les premières années, le temps que la machine prenne. Et pourquoi? Il y a plein de raisons. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, dans le travail d'Elma, la première partie qu'on va voir, c'est l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, c'est probablement le même résultat que la France, la même conclusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre balance commerciale est négative en raison des importations d'énergie. Et si on intégrait toutes les autres importations, c'est ça qui la rend négative. Et lorsque vous mettez de la sobriété, une fois que vous êtes vraiment dans une économie qui fonctionne sur ce principe-là, vous vous débarrassez de ces importations-là et vous allez injecter dans l'économie locale, en fait. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Après, je pense, d'un point de vue, lorsque je regarde les différentes écoles de l'économie, la sobriété, on enlève les écoles conservatrices comme l'école néoclassique, bien sûr, les écoles progressistes. La sobriété, en fait, elle emprunte un peu à chacune et c'est une composition qu'il faudra faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On devrait avoir un article là-dessus d'ici, on devrait le soumettre d'ici fin mars. Je pourrais revenir après pour vous dire ce qu'il y a dans cet article. Alors, la question de l'aménagement du territoire, etc., c'est très intéressant parce que justement, les gens qui travaillent sur l'aménagement du territoire, ce sont les premiers et on trouve beaucoup de littérature qui vient de cette expertise-là à s'être rendu compte de l'intérêt d'intégrer la sobriété, même si ce n'était pas toujours nommé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris? Ben, malheureusement, on a réganisé le monde et tactilisé l'Europe. C'est ça qui s'est produit en fait. C'est la réganisation du monde qui fait que, au lieu d'aller dans la bonne voie à partir du moment où on s'est rendu compte, on va dire juste situer les choses au moment de la création du rapport du GIEC, on a été dans une mauvaise voie sur le plan politique et économique. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Bon, on va remercier déjà Yamina de sa présence. Peut-être pour dire aussi qu'il y a un vrai risque pour les GIEC. La non-inclusion de l'équité peut aussi amener, je les vois dans des pays en fait, comme les miens, en Argentine et ailleurs,
à une contestation du GIEC au sens global. Donc, soit les GIEC empruntent la voie d'une prise en compte de l'équité beaucoup plus forte, soit il sera de plus en plus contesté en bloc, en fait, comme étant un outil, en fait, du néocolonialisme et du coup, un vrai risque pour les mobilisations des populations sur les enjeux du climat qui, pour le coup, eux, ils sont actés et constatés, dont on a besoin de travail, et notamment sur des nouveaux, bon, pas vraiment des nouveaux concepts, mais sur des concepts qui ont besoin de se voir sur le terrain des politiques publiques. Donc, merci. On peut continuer du coup avec Marc parce qu'on a quelques questions encore, notamment la première, Marc, sur comment on explique cette absence ou ce temps de non-discussion sur ces enjeux dont tu as travaillé justement. Alors, ouais. Mon travail de recherche consiste à lire des articles de recherche et à lire les rapports du GIEC et les rapports des COP. C'est vraiment ça la base de travail. À la fin des années 2010, donc en 2009, il y a des chercheurs anglo-saxons, les États-Unis et l'argent du monde anglo-saxon, qui ont sorti des articles où ils disaient maintenant, il faut que le GIEC reprenne un discours sur l'imprévisible. Donc, ils mettent en avant tous les phénomènes du reste causal. Je reprends avec mon langage. Le reste causal, c'est mon propre langage. Ce n'est pas un langage usuel, mais vous pouvez vous l'approprier sans aucun scrupule, évidemment. Il n'y a pas de propriété intellectuelle. Non, c'est dans ma thèse. C'est public. L'argument qu'ils utilisaient, c'était maintenant, les climato-sceptiques sont très affaiblis. Donc, on peut parler de l'imprévisible, parce que la notion d'imprévisible, c'est une notion qui est un peu délicate, qui peut être utilisée contre les scientifiques mobilisés sur la question climatique. Donc, ils sont dit maintenant que le combat premier est gagné, on peut aborder un second combat, celui de la prise en compte de ces phénomènes. Et il y a eu le Climate Gate. C'est une affaire qui a semé le doute pendant quelques années, un certain doute sur les travaux du GIEC, à partir de fake news et de fuites. Et du coup, il y a eu un repli du GIEC, une sorte de frilosité, et donc ils ont mis vraiment le paquet pour la reconnaissance par l'ensemble des nations et par l'humanité de l'existence de ce changement climatique, en quelque sorte de mettre fin au mouvement climato-sceptique. Donc ça, c'est la raison qui apparaît dans les différents écrits de collègues qui étaient par ailleurs auteurs du GIEC à l'époque. Donc, donc, il y a vraiment une stratégie de mettre en avant la reconnaissance du changement climatique et de son origine anthropique et de faire un recul sur d'autres questions qui étaient plus sensibles. Alors, pourquoi est-ce que la question de l'incertitude est sensible? Pour deux raisons. Il y en a une, deux ou trois. Il y en a une, c'est que dès lors qu'on parle d'incertitude et d'imprévisible, les gens peuvent se dire, mais s'il y a de l'imprévisible, on n'est pas sûr. Or, cet imprévisible, malheureusement, très malheureusement, tous les phénomènes causaux, c'est-à-dire pouvant influencer le climat, identifiés scientifiquement, chargés d'imprévisibles, sont tous, hormis quelques phénomènes négligeables, marginaux, sont tous amplificateurs du changement et non pas réducteurs. Donc, alors pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées, notamment sous l'impulsion des États-Unis, pour bien étudier la rétroaction venant des nuages. Que pendant longtemps, on a eu une incertitude sur le système nuageux et on a espéré que le système nuageux pourrait ralentir le réchauffement. Or, maintenant, on sait que c'est le contraire. Le système nuageux a un effet amplificateur du réchauffement et non pas réducteur. C'était une question qui était extrêmement compliquée à traiter parce que, vous imaginez, les nuages sont d'une grande diversité et il s'agissait d'étudier le système nuageux au niveau global et dans la durée. Donc, en termes de modélisation, c'est un tour de force énorme qui a été accompli ces dernières décennies. Après, il y a une autre raison, c'est la quantophrénie. C'est-à-dire qu'il y a la science occidentale et aujourd'hui, plus largement, la pensée occidentale
est marqué par un phénomène qui a été identifié par un sociologue américain à la fin des années 50 et qui s'est largement amplifié depuis, qui consiste à accorder un accordé d'importance qu'au savoir quantifié au détriment de toute autre forme de savoir. Cette quantophrénie est ravageuse. Elle est une des raisons, selon moi, de la crise, une des raisons parmi d'autres, hein, de la crise que rencontre actuellement l'humanité. Voilà. Après, il y a une troisième raison, c'est que pour certains pays, il fallait surtout pas susciter une émotion forte des populations, une conscience aiguë de la gravité que pourrait prendre le changement climatique, parce que cette conscience aiguë aurait favorisé des mouvements politiques défavorables aux intérêts dont on a parlé juste il y a quelques minutes, des forces dominantes, aussi bien en termes d'État qu'en termes de classe sociale, et aussi au détriment des puissances productrices de l'énergie fossile, pétrole, gaz et charbon. Ouais. Merci. C'était un peu long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Oui. Quelle est la position des universités sur ce sujet qui va structurer le monde dans les décennies à venir? On a l'impression que ce milieu est un peu à la traîne. Ah. Les universités, l'expression est quelque peu floue. Est-ce qu'il s'agit des directions d'université? Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle parfois, de façon abusive, la communauté des universitaires? S'il s'agit des directions d'université et de la communauté des universitaires, on voit une mobilisation sur l'université 5.1, c'est ça? 5.0, je ne sais plus. C'est-à-dire qui consiste à réduire la consommation d'énergie fossile, d'énergie fossile liée aux travaux de recherche et d'enseignement. Oui, c'est ça, la boîte 1.5. Ouais. Alors, cette initiative est très intéressante, mais elle est marginale. La grande question n'est pas celle-là. La grande question, comment modifier profondément l'enseignement, comment modifier profondément la recherche, afin que l'enseignement et la recherche apportent une contribution forte face au changement climatique, plus largement face aux changements environnementaux. Et ça, c'est vrai que les collègues sont en général dans des espèces de tubes où ils ont leur carrière, donc l'aspiration à être reconnu, l'aspiration à gagner davantage d'argent, etc., etc. La pression du directeur de labo, le besoin de publier rapidement, fréquemment, le besoin de trouver des financements, qui fait que leur autonomie en termes de conscience, elle est relativement faible aujourd'hui. Du coup, en fait, si Là, je sors de mon sujet de recherche. oui, mais peut-être en revenant à un moment, en fait, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, on dirait, Marc, que tu pars de l'idée que davantage de connaissances, du coup, le fait que les publics, ou en tout cas les milieux des décideurs, sachent davantage ou connaissent davantage les conséquences de tous ces phénomènes imprévisibles amènerait à plus d'actions. Et moi, je pense que cette hypothèse, il y a quelques questions dessus parce que en fait, même ce qu'on sait aujourd'hui, comme tu dis, avec les connaissances actuelles et même ce rapport du GIEC, on arrive à des décisions qui sont bien en dessous de ce qui est nécessaire. Et du coup, ça pose la question, et c'est un autre domaine sur lequel tu travailles, qui est, en tout cas de mon point de vue, la question du rapport des forces, de la construction finalement d'un bloc qui demande de plus d'ambition, mais qui implique de mieux prendre en compte la complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la question du climat isolée d'autres questions qui touchent nos sociétés, d'autres préoccupations que nos concitoyens et concitoyennes ont, c'est-à-dire sur des questions d'inégalité, sur des questions sociales, voilà, en fait, des questions plus larges et dans lesquelles le climat doit se voir intégré. Et du coup, tu parlais en fait dans ta première présentation sur cette question de la complexité, en fait, d'avoir une pensée complexe. Ouais. Et du coup, je me demandais, en fait,
en arrivant en fait à la fin de la séance d'aujourd'hui, si tu avais quelques réflexions sur comment on avance sur cette pensée complexe et comment on fait un meilleur dialogue entre science et société. Ouais. Parce que c'est là en fait aussi où je trouve ce dialogue en tout cas ne passe pas, ou en tout cas n'arrive pas à se transformer en décision politique à hauteur des enjeux. Ouais. D'abord, je pense que le fait d'informer sur l'ensemble des connaissances scientifiques relatives au changement climatique, y compris sur celles portant sur le reste causal, donc sur l'imprévisible, est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante, mais nécessaire, à ce que se développe une mobilisation à la hauteur des besoins, à la hauteur de la situation climatique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'information, il est sûr qu'il n'y aura pas la mobilisation. Donc, c'est bon, par contraposé, on a donc une condition nécessaire. En même temps, elle n'est pas suffisante. Donc, j'ai écrit un petit bouquin là, récemment et j'ai fait apparaître trois conditions nécessaires pour que la mobilisation suffisante se mette en œuvre à l'échelle mondiale, du mondial au local et du local au mondial. La première, c'est l'information. Je viens d'en parler. La seconde, c'est la nécessité d'avoir conscience que l'humanité, les sociétés humaines, ont la capacité de bifurquer au sens de la théorie de la complexité, ont la capacité de changement rapide et très important. Alors certains mettront l'accent sur les révolutions, qui parfois donnent lieu à ce genre de transformation, quoique beaucoup de révolutions donnent lieu à des transformations qui ne se pérennisent pas. Mais néanmoins, pendant un certain temps, il y a une transformation profonde de la société. Moi, je mettrai aussi l'accent sur l'entrée en guerre. Lorsqu'un pays entre en guerre pour défendre son territoire national, quelles que soient les raisons, la question n'est pas là, il y a une transformation radicale et quasiment instantanée de toute la société au niveau économique, au niveau social. Là, l'enjeu est qu'il faut réussir une telle transformation pour défendre non pas un territoire national, mais un territoire global. Et pour qu'il y ait une mobilisation de ce type, à l'échelle globale, il faut une information préalable qui motive les gens, qui rend raisonnable, rationnel, souhaitable cette mobilisation. Alors la comparaison avec les guerres est assez limite, parce que au contraire d'une mobilisation guerrière, là, il s'agit de mobilisation, il ne s'agit pas de se battre contre un adversaire, de se battre contre un étranger, entre guillemets, et de tuer, d'aller au front pour tuer ou se faire tuer, mais il s'agit au contraire de sauver les vies et de sauver le bien vivre. Donc la motivation est un miroir de la motivation guerrière. Mais toujours avec l'idée de défendre le territoire, de défendre les conditions de vie, de défendre l'avenir et puis aussi de défendre l'héritage des générations antérieures. Et la troisième condition, ça c'est lié en fait, ces trois conditions liées, c'est que les humains s'approprient fortement la dimension, le sentiment, développent le sentiment d'appartenance à un groupe, au méga-groupe qu'est l'humanité. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, comment dire, et donc qu'on développe le sentiment que ce méga-groupe est quelque part prioritaire, et de façon existentielle, il est prioritaire, et prioritaire sur les autres groupes d'appartenance, nationaux, religieux et autres. Et donc, donc, je pense que pour arriver à cette mobilisation, il faut que les scientifiques, les universitaires, les universités et tout le monde travaillent dans ces trois directions simultanément. Et dans la seconde, là, il y a la question du conservatisme. La pensée du fait que l'humanité ne serait pas capable de bifurquer est alimentée à leur corps défendant par certains sociologues et par la plupart des économistes. Parce qu'ils créent une vision de l'économie ou de la société basée sur les connaissances empiriques du présent ou d'un passé récent. Et donc, à une période où il n'y a pas eu de bifurcation forte. Et du coup, il contribue à l'enfermement de la pensée des populations humaines, l'enfermement dans une conception linéaire, statique
et conservatrice de l'humanité. Ce qui contribue d'ailleurs à la conservation des privilèges de certains pays et de certaines personnes physiques. Merci Marc. Je vois Pascal, j'ai vu que tu avais mis quelque chose à le chat, mais je pense qu'on a encore quelques minutes, donc si tu veux contribuer, n'hésite pas. Oui, merci. Effectivement, j'aurais bien aimé, mais c'est un petit peu loin. Et on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais intervenir pour offrir de poursuivre les discussions éventuellement avec les personnes intéressées. Et c'est des remarques, notamment à l'intention de Marc. Donc, j'ai travaillé, moi, en 2013-2014 sur le GIEC et les incertitudes, notamment à la lumière de la montée du niveau marin, où il y avait de gros débats, des controverses scientifiques avec des arbitrages dans les publications. Et le discours du GIEC a évolué récemment avec le concept de événements non, c'est quoi, à fort impact et grande incertitude, les informations qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que spécifiquement pour cette montée du niveau marin avec la fonte accélérée des calottes antarctiques, il y a une évolution du langage et le GIEC a dérogé à sa règle du medium confidence, hein, où on ne parle pas de ce qui fait l'objet de controverses trop importantes, ou sur lesquelles il n'y a pas de preuves très très nettes, ou encore sur lesquelles on ne peut pas estimer l'incertitude. Donc c'est ce que Marc a parlé là, dans la race causale et l'imprévisible. Il y a quand même pas mal de réflexions en sciences politiques sur le deep uncertainties, et aussi le mouvement plus ou moins connecté des sciences post-normales pour la prise de décision. Donc je pense que c'est des choses aussi dans la discussion qu'on peut approfondir, qu'on n'aura pas le temps de faire là. Et donc bah, voilà, c'était pour ouvrir là-dessus. Et donc j'ai mis un petit lien là vers ma chaîne YouTube où il y a présentation, mais aussi un PDF. Enfin, c'est juste histoire d'amorcer éventuellement d'autres discussions. D'accord. Super. J'ai pas noté qui tu es, qui vous êtes. Ah, pardon. Euh, oui. Alors, donc moi, je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Je suis modélisateur, mais j'ai travaillé comme expert pour l'Office national de l'eau. Et notamment, je travaille encore sur la prospective climat eau de la France. Et oui, il y avait un dernier point que je voulais dire, c'était que c'est sur l'expertise. Donc, il y a une autre vidéo sur l'expertise. Et c'est un peu compliqué. Je crois que c'était Jasmine, enfin, je sais plus, qui avait montré que le GIEC participer à l'expertise. Or, c'est une grosse difficulté, c'est que, en fait, hein, le GIEC est tiraillé entre sa mission de médiation de la connaissance scientifique et l'expertise, la production de connaissances pour la décision. Et ces deux postures qui sont irréconciliables, puisque la deuxième est exposée aux enjeux, à des stratégies de communication. Et j'ai l'impression que le GIEC, et ce serait bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, essaie de se repositionner sur la médiation et non pas sur l'expertise. Et la grosse difficulté qu'on a sur les territoires, sur la prospective, sur l'adaptation, c'est que, en fait, l'information communiquée, elle est triée. Et qu'en gros, pour prendre des décisions de façon robuste, notamment par rapport au droit d'incertitude, la production du GIEC est un obstacle, en fait. C'est-à-dire que, comme c'est une information normative, eh bien, elle minimise le risque et même pour la France, pour la prospective climat France, tous les jours encore cette année, on n'arrive pas à faire passer l'information comme quoi le changement climatique va s'accélérant, que les perturbations, notamment les éléments extrêmes météorologiques comme ceux qu'on a vus la semaine dernière, étaient anticipables, mais ça fait partie des informations, Marc, que tu as dites comme non quantitatives, hein, qui sont pas prises en compte. Et en fait, on a des grosses difficultés très concrètes à cause de ça, un peu tous les jours, lorsque l'information scientifique doit documenter la décision. Merci beaucoup, Pascal. Et je pense que tu ouvres finalement sur un débat que je crois bien, en fait, Ouais, qui ouais, est tout à fait. dans un temps où la certitude sur l'origine anthropique, en fait, du changement climatique n'est plus à prouver. Et ça avait été la cause principale, la raison principale de créer le GIEC. Quelle est la place, en fait, du GIEC dans ce temps particulier? Parce qu'on voit que la façon de produire ou de communiquer ces connaissances
peut ne pas aider, comme tu disais, en fait, aux décisions sur le terrain, parce qu'à cause de ces gommages et cette façon de produire des rapports, à cause de la communication qui s'est fait quand même dans l'intérêt d'un certain nombre de voix plutôt que d'autres, à cause des modèles qui sont utilisés, comme Yamina a parlé, en fait, sur les questions d'équité, à cause de la peur qu'on peut générer aussi quand on communique au grand public sur ces événements imprévisibles, ce risque causal. Je pense que c'est un débat qui vient. Je pense que dans la communauté, en tout cas des militants, des activistes, on a toujours été très frileux à questionner de façon ouverte le GIEC parce qu'on vient justement de ce temps des Copenhague et des leaks et comment ça avait été utilisé par finalement des voix climato-sceptiques. Mais ce temps est révolu. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi un débat plus mûr, plus mature de la part des militants et de toutes les personnes qui partagent finalement au moins le socle de ces connaissances et qu'on commence à parler plus ouvertement de quelle médiation scientifique pour les connaissances qu'aujourd'hui existent et quelle production des connaissances. Marc, je te laisse la possibilité de conclure notre session. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup, Pascal. Ça m'intéresse énormément, ces questions. J'en suis ravi. Donc, Alien, je suis lien, facilement trouvable. Hein. Oui, à partir du nom, après le reste. Donc, j'avais 3 dernières remarques. La première, c'est qu'une communication qui est sincère et intégrale sur les connaissances scientifiques relatives au changement climatique doit inévitablement, nécessairement s'accompagner d'une communication qui porte sur la faisabilité de la mobilisation pour y faire face. Sinon, on jette les gens dans l'effroi et on peut avoir un effet démobilisateur. Donc, les deux, pour moi, sont inséparables. On ne doit pas faire l'un sans l'autre. Donc, j'ai un peu essayé aujourd'hui, mais normalement, je le fais davantage, parce que dans un cadre public, je passe beaucoup plus de temps à parler de second aspect. La seconde remarque, c'est que le GIEC est indispensable, mais il faut le laisser à sa place. Il est indispensable parce que dans le triptyque science, expertise, politique, ce triptyque est indispensable pour la dynamique politique internationale. Et les décisions des COP sont prédéfinies en quelque sorte par les décisions du GIEC sur les résumés pour décideurs. Ces résumés pour décideurs ont un rôle central dans la montée en puissance de la dynamique internationale sur les questions climatiques. Et donc, supprimer le GIEC, ça pourrait être extrêmement dangereux, me semble-t-il. Mais en même temps, il faut cesser de faire croire que le GIEC est ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de médiation. Il est beaucoup utilisé comme tel. Mais en tout cas, en tant que lieu de médiation science-société, il est extrêmement imparfait. Et donc, il faut que d'autres lieux d'expertise scientifique, moins politisés, si je puis dire, moins sous l'influence du politique, émergent, se développent. En ce sens, ces derniers mois, j'ai vu passer plusieurs articles de synthèse par des équipes un peu larges de chercheurs et de chercheuses qui alertent justement sur les questions relatives au reste causal. Et ça, c'est... Alors, je ne sais pas dans quel but ces collectifs de chercheurs sont constitués. Je n'ai pas encore commencé à étudier leurs articles, je les ai simplement sélectionnés. Mais toujours il est possible que le GIEC a un effet retour sur la recherche. Quand le GIEC veut développer une thématique, veut développer un sujet, il y a la communauté des chercheurs qui est appelée à apporter des productions qui permettront de répondre aux besoins du GIEC. Et ça, c'est au moins depuis la fin des années 2010. En France, il y a des lettres de cadrage. Il y a des lettres qui viennent des ministères, qui s'adressent aux grands organismes de recherche et aux universités, les appelant à contribuer notamment à la modélisation pour les scénarios climatiques. Donc, il y a un retour. C'est-à-dire qu'on dit que le GIEC ne fait pas de recherche, à strictement parler, c'est vrai, mais le GIEC a un impact sur la recherche, un impact très puissant sur la recherche en climatologie. Voilà. En tout cas, ces derniers articles me donnent
je me proposais une hypothèse. Est-ce qu'ils se sont lancés dans cette rédaction par conscience, par besoin de faire savoir de façon synthétique les- l'importance de ces phénomènes à charge d'imprévisible, ou est-ce aussi parce qu'ils ont constaté que le GIEC commence à prendre cette chose en main dans ses rapports pour les décideurs, et donc ils ont senti que cette question pouvait prendre de l'importance dans l'espace universitaire et politique dans les prochaines années? Mhm. C'est une question hein, que je pose à la fin, ce n'est pas une affirmation. Hein, Oui, mais et comme on disait au tout début, en fait, on est dans un temps assez particulier dans les débats sur le GIEC. En fait, on verra dans les prochains mois quelle est la forme de ces Ouais. nouveaux rapports. On verra aussi, bon, bah, il y a une COP difficile qui arrive en Azerbaïdjan, mais notamment peut-être à échéance du Brésil, la COP 30. En fait, Ouais. on doit revoir les objectifs aussi et l'ambition des pays par le biais de leur communication nationale. Donc, on est dans un temps où tous ces débats vont prendre forme. Donc, on aura l'occasion sûrement de revenir sur ces enjeux. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marc. Merci pour l'invitation à modérer cette discussion. Ça a été un plaisir. Je répare avec l'invité. Et j'espère que vous avez aussi profité. Voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.